Et c'est l'heure de notre débat consacré aujourd'hui à la situation en Libye. 3 ans après la chute de Tripoli en août 2011, le pays est en plein chaos. Ce qu'avait annoncé le guide libyen Mouammar Kadhafi est finalement sans doute en train de se produire. Combat entre milices dans la capitale et à Benghazi, des centaines de morts, les étrangers qui quittent le pays et la quasi-absence d'autorité centrale. La Libye est au bord du gouffre. Hier, le Parlement a voté le démantèlement des brigades rebelles. Il demande également la protection des Nations Unies pour les civils. Un Parlement qui peine à s'imposer. Pour en parler, sont avec moi sur ce plateau Samuel Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant international et journaliste, responsable des Décodeurs du Monde et auteur notamment d'Al-Qaïda en France. Je vous montre votre livre qui est paru en mai. Également avec moi sur ce plateau, Naoufel Brahimi El-Mili. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur à Sciences Po, auteur de Le Printemps arabe, une manipulation. Samuel Laurent, je me tourne d'abord vers vous. Depuis son élection, le 25 juin et son entrée en fonction débute, le nouveau Parlement libyen se trouve en difficulté. Il se réunit à Tobrouk. Il a élu son président à Tobrouk. Hier, il a voté ce démantèlement des brigades rebelles. Alors comment est-ce qu'on peut faire appliquer ce texte alors qu'on sait qu'en plus qu'il n'y a même pas d'armée pour le moment qui est en cours de formation? Vous savez, la question inclut la réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, clairement, on ne peut pas. C'est un Parlement, comme vous dites, qui officie à plus de 1000 km de la capitale, justement pour éviter les violences, pour éviter d'être bombardé, pour éviter que les députés soient kidnappés, ce qui est quand même le cas depuis plusieurs années. Et c'est un Parlement qui a fortiori, manque cruellement de légitimité. Il faut savoir qu'il a été élu avec moins de 18% de participation. Donc c'est quasiment une blague. En plus, avec des restrictions qui ont été imposées pour justement en faire un organe parlementaire qui soit profondément, entre guillemets, hostile aux islamistes. Le problème, c'est qu'en Libye, aujourd'hui, ce qu'on appelle les islamistes tiennent le terrain en termes militaires et en termes justement de, quelque part, de force de frappe. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Tripoli? Il faut quand même le comprendre à la base pour essayer de décrypter le reste. C'est que en 2011, quand Mouammar Kadhafi est tombé, la ville a été prise en tenaille par deux énormes groupes militaires qui sont celui de Zintan qui a déferlé depuis l'ouest, donc vers la Tunisie, et puis le groupe de Misrata qui a déferlé depuis l'est. Alors donc ces deux grands groupes armés se sont retrouvés dans la capitale, l'ont encerclée et finalement donc ont entraîné les événements qu'on sait avec la chute de Mouammar Kadhafi. Depuis lors, ils se partagent comme deux grands groupes mafieux, les quartiers et les revenus qu'ils peuvent en retirer. Donc c'est quoi? C'est les revenus portuaires, du trafic maritime, le racket donc de tous les transports routiers qui peuvent entrer ou sortir de la ville, c'est l'aéroport, c'est notamment les dépôts pétroliers qui se trouvent à côté de l'aéroport, etc. Et quelque part, tout se passait plutôt bien, entre guillemets, si vous voulez, il y avait une espèce d'équilibre précaire entre ces deux grands groupes qui sont de véritables prédateurs financiers et militaires, jusqu'à ce nouveau Parlement qui, pour le coup, a profondément bouleversé l'équilibre qui existait à Tripoli entre, d'un côté, ce qu'on appelle les milices islamistes, bien qu'elles le soient toutes un petit peu, donc d'un côté les milices de Misrata et de l'autre celles de Zintan. Alors aujourd'hui, Zintan se sent, Misrata se sent en position de faiblesse au niveau parlementaire, mais avec les canons, avec les roquettes, avec les missiles, etc. Il sait qu'il peut remporter l'avantage, donc ils attaquent de plus en plus férocement les positions qui ont stratégiquement et historiquement toujours été aux mains de Zintan depuis la Révolution, à savoir l'aéroport et à savoir les dépôts pétroliers qui se trouvent à côté. Naoufel Brahimi El-Mili, comment dans ces cas-là, vu qu'on le sait, on l'a compris, le Parlement n'a quasi pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir central, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à rétablir ne serait-ce qu'un petit peu d'ordre dans ce pays quand on sait qu'il n'y a pas d'armée, elle est en formation, la police est quasi inexistante? Non, de toute façon, il n'y a que des mauvaises solutions. Tout d'abord, le vote du Parlement d'hier, c'est un constat d'impuissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution politique. La solution Alors ils votent pour montrer quand même qu'ils sont là dans un sens ou dans un autre? Non, ils ont besoin d'une légitimité internationale parce que être élu, le chiffre c'est plutôt 15% que 18%. Oui, tout à fait, être élu à 15%, il n'y a aucune légitimité. Tout ce qui leur reste, c'est la légitimité internationale. Il y avait leur ancêtre qui avait 3 ans, le CNT, il a eu sa légitimité à l'hôtel Raphaël par BHL et autres. Et là, il cherche l'ONU. Ensuite, sur le terrain, qui peut intervenir? Il n'y a que deux mauvaises solutions. L'armée algérienne et l'armée égyptienne. Les deux pays sont dirigés par des présidents médiocrement élus. Le deal,
on ferme les yeux, l'Occident, on ferme les yeux sur votre élection. Bon, il y a, comment s'appelle-t-il, Général Sissi qui a fait un coup d'État volontaire et Bouteflika qui a fait un coup d'État involontaire. On laisse tranquille et là, on demande parce qu'il faut le terrain. Et la difficulté, pourquoi c'est parti par les jeunes, c'est parti en vrille. Jusqu'à il y a un an, la Libye, c'était 1,3 million barils jour. Et là, ça chute à 250 000. Et ce qui est apparu depuis 6 mois, c'est que les rebelles vendent leur propre pétrole, notamment à Brega, le golfe du Sirte. Le seul cas... Oui, ils en vendent peu et ça a été intercepté par les Américains. Oui, intercepté par les Américains. Mais il n'y a pas de... Les Américains ont intercepté une cargaison pavillon nord-coréen. C'est pour ça qu'on en parle. Si c'était un pavillon italien, on n'aurait rien dit. Non, mais il n'y a pas de flux, par exemple. On sait que l'EIL, par exemple, exporte énormément de pétrole via la Turquie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de flux avéré et stable en Libye pour les rebelles. Si je me permettais juste d'ajouter une chose sur ce que vous dites, c'est totalement vrai, mais le problème, c'est que en plus de ce dilemme entre deux mauvais choix, il y en a un autre, c'est qu'il faut trouver un ennemi. Quand vous intervenez, écoutez, il faut soit stabiliser une situation, ce qui est d'accord, ou trouver un ennemi. Mais dans ces cas-là, il faut prendre parti pour exactement, une des milices. Qu'avec les atermoiements en Irak, où pourtant l'ennemi est clairement désigné avec l'État islamique, c'est déjà compliqué. En Libye, en l'occurrence, c'est une guerre, comme vous l'expliquiez très justement, qui est une guerre de tribus, mais aussi une guerre de pétrole, une guerre d'argent. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Et quand on dit protéger les populations sont très largement impliquées dans les combats, parce que c'est des combats tribaux. Donc les populations font front derrière leur brigade. Et là, par exemple, à Tripoli, une partie de Tripoli qui a été copieusement bombardée, c'est la partie qui est occupée par ce qu'on appelle les Washfana. C'est une des tribus de Tripoli, une des tribus qui habitent Tripoli. Voilà. Ces gens font bloc avec Zintan. Même chose à Janzour, où il y a beaucoup de misratans, etc. Donc, dans tous les cas de figure, aujourd'hui, une intervention étrangère, c'est strictement impossible. Et puis, Tripoli, c'est une partie du problème. Mais si vous regardez Benghazi, la situation est encore plus compliquée. Vous avez un général autoproclamé qui fait rire toute la Libye, enfin, quand il la bombarde pas, mais pour le coup, le général Haftar, voilà, qui est le proxy, donc qui est quelque part la marionnette de Zintan, mais qui, pour s'assurer quand même une certaine présence, bien qu'elle diminue à Benghazi, est obligé de s'allier aux misratans que Zintan combat à l'intérieur de Tripoli. Donc c'est un nid de guêpe aujourd'hui, la Libye, qui fait qu'il est inenvisageable, et je suis convaincu que ça n'arrivera jamais, qu'on puisse prévoir une quelconque intervention occidentale, que ça soit un maintien de la paix ou que ça soit une action offensive. Donc, pardon. Non, allez-y, vous vouliez réagir justement. L'autre enjeu, pourquoi on veut faire intervenir l'ONU? Parce que les deux sources libyennes... Donc on le rappelle, ils veulent faire intervenir l'ONU pour protéger les populations civiles qui sont victimes des combats entre les milices. Voilà. On a formulé la demande d'une manière très chic. Protéger les innocents, ça fait chic. Bon. Mais l'enjeu derrière, c'est le dégel des avoirs. Les deux sources de revenus des Libyens, c'est le pétrole, ça se vend pas, ça se vend très peu, très mal, et les avoirs à l'étranger. Les avoirs à l'étranger sont estimés à 400 milliards de dollars. Juste pour donner, je ne sais pas ce que c'est 400 milliards de dollars, c'est la dette africaine du NEPAD. 400 milliards, c'est énorme. Et donc, ils veulent impliquer l'ONU pour accélérer le processus du dégel des avoirs. Et on chercherait une solution avec de l'argent. On peut construire une autorité en payant tout le monde. Il faut aussi rappeler qu'en Libye, les gens ont toujours été payés sans être obligés de travailler pendant les heures de bureau. Il faut revenir à ce type de consensus. Et on a besoin de l'ONU, sinon aucun pays n'a intérêt à dégeler les avoirs. Le pays voisin, l'Égypte, qui a dans ses caisses 10 milliards de dollars, ils n'ont pas rendu. Et la seule fois où il y avait le CNT et les pressions de l'Arabie Saoudite et du Qatar, ils ont dit on vous donne l'argent en livres égyptiennes. Comment est-ce qu'on peut installer une démocratie dans un pays finalement qui sans doute n'était pas prêt pour ça? Je crois que maintenant ça va être extrêmement dur a posteriori de revenir et de se poser la question. Je pense qu'en effet on aurait dû peut-être se la poser avant cette intervention, qui était une intervention particulièrement stupide. Je veux bien qu'il est aujourd'hui de bon ton de critiquer Sarkozy pour cette intervention dont il porte une très grande part de responsabilité, mais il ne faut pas oublier que la gauche applaudissait aussi des deux mains. Donc je crois que c'est une décision dont la France doit porter la responsabilité
vraiment au sens large. Aujourd'hui, amener la démocratie en Libye, c'est extrêmement difficile dans la mesure où on s'aperçoit qu'en plus il y a des mouvements fédéralistes. Alors fédéralistes dans un État qui n'existe pas, ça veut dire des mouvements autonomistes. La Libye aujourd'hui, elle risque non pas l'implosion, mais l'explosion. On s'aperçoit que la Cyrénaïque, la région de Benghazi, etc., a un accès à la mer, a du pétrole, avait des alliances. Bon, les choses. On parle d'un possible partage. Et on parle d'un possible partage pays, avec des États indépendants qui se créent et des conséquences catastrophiques. Parce que notamment, si la Cyrénaïque prenait son indépendance, le Sud a également des velléités sécessionnistes qui sont exactement les Tobous, que pour le coup, là, je connais très bien, sont dans une situation intenable et en effet sont matraqués par les tribus arabes du Nord et se trouvent dans une situation où il pourrait être tentant de demander l'indépendance. Mais là, dans ce cas-là, c'est les dominos. C'est-à-dire que si on commence à donner l'indépendance, en effet, à des régions ou à des tribus, l'Azawad ne manquera pas de suivre, etc. Le Polisario. Oui, comme vous dites, c'est l'effet domino. Et voilà, si ça fait jurisprudence, vraiment, on est dans une situation extrêmement grave pour la région. Et il ne faut pas oublier en plus que pour l'Europe, ça a créé quand même une situation qui est proche de la Somalie. Aujourd'hui, la Libye, probablement le parallèle le plus évident qui peut être fait, dans la mesure où c'est une guerre tribale, dans la mesure où c'est une guerre d'argent, dans la mesure où il n'y a plus de parti politique, c'est la Somalie à l'époque Restore Hope, à l'époque de l'opération américaine. Donc on a ça, et en plus on a la composante islamique, on a Al-Qaïda, avec des zones entières qui sont sous contrôle d'Al-Qaïda, ça je peux vous le dire parce que pour le coup je m'y suis rendu pas plus tard que l'année dernière, la zone qui va de Benghazi à Derna, la ville de Derna, vous n'avez pas un fonctionnaire libyen qui peut rester en vie sur place, il n'y en a pas un. Donc on est véritablement dans une configuration de chaos et de somalisation aux portes de l'Europe, en face, de l'autre côté de la Méditerranée. Avec une nuance, la Libye par rapport à la Somalie a des circonstances aggravantes. La Libye a du pétrole, donc il y a des enjeux énormes. Alors là, on est d'accord. Oui, les enjeux, et notamment des enjeux pour les Occidentaux. Voilà. Et le jour où les Toubous vont se réveiller, là, les Toubous, c'est 200 000 personnes environ, c'est très difficile. Ils ont du pétrole et de l'eau. Chose très rare. Exactement. Le jour où ils vont se réveiller avec le pétrole et l'eau, depuis que le monde est monde, on a fait la guerre pour deux liquides, l'eau et le pétrole. Là, il y a les deux à la fois. On ne va pas les rater. Parce que peut-être qu'il faut expliquer, aller un tout petit peu plus loin pour les téléspectateurs. Il faut savoir que Kadhafi, donc dans ses grands travaux, arabisés de force, voilà, etc. D'abord, les arabisés de force, mais surtout a pris les nappes aquifères, donc l'eau du désert, pour le ramener sur la côte. Donc quelque part, les Toubous, depuis leur désert, ont la capacité aujourd'hui de fermer les vannes et d'assoiffer toute la côte libyenne, ce qui est quand même un comble. Oui, ce qui pourrait avoir des conséquences. Voilà, mais ils peuvent le faire en un claquement de doigts. De très graves conséquences sur le pays. Je voulais vous demander, Naoufel Brahimi, est-ce que la communauté internationale, par rapport à tout ce qu'on dit, notamment même les enjeux par rapport au pétrole, est-ce que la communauté internationale peut et doit faire plus en Libye? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Quand on voit notamment que certains pays sont engagés sur des terrains comme l'Irak, est-ce qu'il est possible de s'engager un peu plus ou de se tourner un peu vers ce qui se passe en Libye, ou parce que c'est plutôt une politique du laisser-faire pour l'instant? C'est le laisser-faire. Déjà, quand on voit ce qui se passe à Bangui, c'est une capitale qui est aussi grande qu'un arrondissement parisien. Ça fait 6 mois... En Centrafrique. Oui, en Centrafrique. Je le rappelle pour nos téléspectateurs. Pardon. En Centrafrique, ça fait 6 mois et il n'y a pas eu de solution. Ils ont trouvé une solution cosmétique, un Premier ministre musulman et présidente chrétienne. Donc, les ingrédients pour que ça réexplose sont là. Ils ne vont pas ouvrir un front en Libye. Et en Libye, ce qu'on oublie, et là, je fais référence au Sahélistan... Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire, du coup? Non. On laisse les milices continuer à prendre le pouvoir, à avancer Il faut commencer par le dégel des avoirs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement sérieux pour repomper du pétrole en Libye. C'est trop cher, c'est trop compliqué. Maintenant, on dégèle les avoirs pour créer une autorité autour de l'argent. On voit, je fais des comparaisons un peu hasardeuses. L'OLP de Yasser Arafat, comment il a tenu? C'est pas un démocrate, il avait d'argent, il est reconnu. Maintenant, il leur faut de l'argent pour qu'ils soient reconnus, pour qu'ils achètent des allégeances. Maintenant, parler de démocratie, c'est un non-sens. Il faut trouver un moyen d'acheter des allégeances. Et l'argent, c'est plus solide que les sentiments romantiques de la démocratie et les valeurs universelles, des choses comme ça. À ceci près que quand même... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, c'est très pragmatique et ça se rapproche de la vérité. À ceci près que quand même, il y a une composante qu'il ne faut pas oublier, c'est que les brigades qui pourrissent, entre guillemets, la Libye depuis des années aujourd'hui, elles sont payées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un membre de brigade continue, enfin jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à hier... À être payé par l'État. Continuait à être payé par l'État. Donc, il pouvait avoir un
retard de 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais quelqu'un qui était ce qu'on appelle un thawar, donc un révolutionnaire, le révolutionnaire continuait d'être payé par l'État, continuait d'avoir des soins médicaux gratuits, d'être envoyé en Turquie ou en Europe si besoin était, etc. Donc, acheter des allégeances, oui, mais à quel prix? Parce que s'il faut rendre tous les révolutionnaires millionnaires, on va quand même avoir vite un problème de liquidité. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution? Je ne sais pas. Je crois que c'est très difficile aujourd'hui. Oui, c'est tentant d'essayer de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Il fallait peut-être réfléchir avant d'ouvrir cette boîte de Pandore qu'est la Libye, qui est un pays en effet extrêmement riche, donc extrêmement convoité, et qui est en fait un véritable piège tribal, où Kadhafi a su merveilleusement jouer des alliances, exacerber les tensions, les haines, les amertumes entre les Warfala, les Kadatfa, les Awagir, les Baraïsa, etc. Enfin, les tribus, c'est une liste sans nom. Il a tenu 42 ans comme ça, et on a lâché tout ça. Et quelque part, aujourd'hui, voilà, c'est des règlements de compte qui peuvent durer pendant des années et des décennies. Il faut aussi rendre hommage à l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas constituée par de grands démocrates. Et quand il y avait les bombardements de l'OTAN, tous les présidents africains ont dit « Attention, Kadhafi part, il y aura le chaos ». Pourtant, ce n'est pas des grands démocrates, ce n'est pas des visionnaires. Ils n'ont pas fait Harvard non plus. Mais c'était prévisible. C'était prévisible, mais finalement, on est quand même allé dans le pays, on s'est engouffré dedans, et comme vous dites, on a ouvert une boîte de Pandore. Voilà, et quand même à ceci près qu'en plus, on a été défendre Benghazi dans ce qui était probablement le seul, je sais que vous n'avez pas ce terme, moi non plus, mais la seule pays qui ne vivait pas un printemps arabe. C'est-à-dire qu'en Tunisie, en effet, il y a eu un mouvement populaire, un soulèvement, en Égypte, soit, très bien. La Libye, c'était pas ça du tout. C'était un énième soulèvement. Voilà, un énième soulèvement tribal d'une région que Kadhafi détestait et méprisait, à savoir celle de Benghazi. Mais si on a mis près d'1 an ou 8 mois, si mes souvenirs sont exacts, pour faire 900 km sur une route côtière avec les appuis aériens de la France, c'est quand même qu'il y avait une résistance, et c'est quand même que Kadhafi n'était pas le moins populaire des dirigeants arabes. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la fin. C'est la fin de notre débat. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.